Salut, c'est Chevalier Shaka. Puisqu'on a abordé le personnage de Kazuto il y a quelque temps, je trouvais plutôt cohérent de se pencher sur son binôme, sa moitié, sa dulcinée. Je parle bien sûr d'Asuna. Surnommée l'éclair fulgurant ou encore la Berserker Healer, on va, comme l'indique le titre, chercher à savoir si la demoiselle est le symbole de l'émancipation féminine qu'a cherché à dépeindre Riki Kawahara, ou si elle n'est que le cliché de la femme soumise typique du patriarcat japonais. Et vous vous doutez bien que si on en parle, c'est qu'il s'agit un peu des deux. Mais d'abord, une petite mise au point importante avant de commencer. Cette vidéo est faite juste avant la sortie du film SAO Progressive en France, et donc on pourrait supposer que je vais me baser également sur cette réécriture du personnage pour faire ma vidéo en me basant sur le light novel du même nom. Eh bien non, pas du tout. Pour une raison très simple, il est très compliqué de définir ce qu'est Progressive. Présentée à l'origine comme une version longue de l'Arcancrad, qui couvrirait tous les étages, celle-ci se permet pas mal de modifications qui entrent en contradiction avec le light novel original, ce qu'on appelle dans le jargon une retcon. Contraction de Retroactive Continuity, soit le fait de modifier de manière peu subtile la mythologie d'une œuvre afin de rendre cohérents les nouveaux événements narrés. Sauf que je ne suis jamais très friand de jeter à la poubelle tout le background d'une main série pour un spin-off. D'ailleurs, Kawahara, dans la postface du premier tome de Progressive, a bien conscience des soucis de continuité qu'engendrent les choix qu'il a faits, puisque dans cette mouture, Asuna fait rapidement équipe avec Kirito. Il explique qu'il avait songé à créer un nouveau personnage qui aurait accompagné notre héros, jusqu'à ce qu'il soit remplacé par l'éclair fulgurant. Mais voyant l'absurdité de cette solution, il a préféré signer pour les incohérences et mettre Asuna au premier plan. Du coup, Progressive est plus une version alternative de SAO qu'une version longue du premier roman. Non, pas cette alternative-là, mais on en reparlera aussi un jour de celui-là. Ça en vaut la peine. Quant au film SAO Progressive, il prend également ses libertés par rapport à sa version papier, en ajoutant un nouveau personnage par exemple. On a donc une version alternative d'une version alternative et ça devient un peu trop confus. Donc je me focaliserai principalement sur les light novels originaux et sur l'adaptation anime pour parler du personnage, et je m'appuierai sur Progressive uniquement pour des aspects plus généralistes, qui restent donc cohérents avec la main série, et pour les illustrations, parce qu'elles sont cool. Sur ce, passons à la partie que nous préférons tous, qui est Asuna. Asuna Yuki est une adolescente de 15 ans au début de l'Arcancrad. Fille de Shuzo Yuki et de Kyuko Yuki, elle est la cadette d'une riche famille, avec un seul grand frère, Koichiro Yuki. Élève brillante et studieuse d'une école privée pour filles, elle ne prête aucun intérêt pour les jeux vidéo. Mais par un concours de circonstances, elle se voit piégée dans l'Encrad. Son frère, à qui appartient le Nerf Gear à l'origine, doit s'absenter pour un voyage d'affaires le jour du lancement de SAO. C'est donc elle qui va se connecter à sa place. C'est alors sans aucune connaissance des jeux en ligne que la jeune fille devra s'améliorer afin de survivre et tenter de terminer le jeu mortel d'Akihiko Kayaba. C'est ainsi qu'elle fera la connaissance de Kirito, qui lui offrira une toute autre perspective en ce qui concerne les jeux virtuels. Et c'est le premier aspect très intéressant en ce qui concerne Asuna, sa relation avec l'épéiste noire, car elle est à la fois son antithèse et celle qui le complète le plus. Et ça, pour les mêmes raisons. Déjà, d'un point de vue familial, tout les oppose. Kirito est certes un enfant adopté par sa tante et sa sœur est finalement sa cousine, mais ils forment finalement une famille plus chaleureuse que celle d'Asuna, qui entretient des relations très distantes avec ses parents, et dont le grand frère est parfaitement absent de toute la série, et ça, quel que soit le support. Ensuite, là où Kirito a toujours baigné dans l'univers des jeux en ligne, et n'a pas forcément envie que le jeu Deathcliff arrive à son terme, Asuna y est parfaitement étrangère, et n'a qu'une hâte, retourner dans le monde réel. En tout cas, au début. Et c'est là que les deux se complètent, ou plutôt s'équilibrent, comme les deux polarités d'un aimant, également symbolisées par leur tenue aux couleurs opposées. Subtil! C'est Kirito qui va faire prendre conscience à Asuna qu'il y a une part de réel dans les mondes virtuels, et que puisqu'ils sont ici, autant apprendre à en tirer le meilleur. Tandis que c'est elle qui va lui rappeler que l'on ne peut pas oublier le monde réel, et qu'ils ne peuvent pas rester des années dans ce coma artificiel, leur vrai corps risquant de ne pas tenir le coup. Elle sera donc celle qui donnera finalement une raison au personnage principal d'affronter le boss final, afin d'être vraiment réunis tous les deux. Et c'est un autre aspect important, c'est qu'il s'agit d'un couple justement, puisqu'ils sont mariés et que le mariage a été consommé. On peut me rétorquer que tout ça ne s'est passé que dans l'Encrad, mais... je n'arrête pas de dire que le message principal de SAO, c'est justement la valeur des mondes virtuels. Donc même si ce mariage s'est fait dans un jeu vidéo, c'est précisément parce qu'il se passe dans l'univers de SAO qu'il est à ce point symbolique. Et puis, rien ne dit qu'ils ne sont pas allés plus loin dans le monde réel au passage. Ce qui en découle est assez amusant. J'ignore si Kawahara l'avait sciemment calculé, ou s'il s'agit juste d'un contre-coup causé par le format original du light novel, c'est-à-dire un one-shot pour un concours, mais bien que la série ait effectivement toutes les caractéristiques d'un harem, et que l'œuvre est régulièrement critiquée à ce sujet,
Le fait est que ça n'en est pas un, ou alors totalement faussé, puisque le personnage principal est déjà engagé avec sa dulcinée, et ça, dès le premier arc. Les prétendantes peuvent bien se jeter dans les bras du jeune homme, elles seront toutes balayées d'un revers de main par Asuna, car il est assez inconcevable que désormais l'auteur change son fusil d'épaule à ce sujet, rendant les vaines tentatives de ses prétendantes presque tragicomiques. Je vous rappelle qu'ils ont littéralement vécu 200 ans ensemble dans l'Underworld. S'ils n'ont pas rompu à ce moment-là, aucune chance que ça arrive maintenant. On peut voir ça comme un défaut, et justement ne pas comprendre l'intérêt de ce fichu harem si de toute façon ça ne mènera jamais à rien. Mais je pense que c'est au contraire une force et une raison de la popularité du couple chez une frange du public. Il est idyllique, un peu naïf, mais également sincère. Probablement que voir un mariage aussi solide, ce n'est plus si répandu dans les œuvres de fiction, et que cet idéal presque trop parfait a son charme. Mais bien entendu, l'intérêt d'Asuna ne se situe pas uniquement à travers Kirito. J'irais même jusqu'à dire qu'à l'origine, celle-ci avait un potentiel plus riche que son comparse masculin. Si l'on reprend ce que nous avons dit, Asuna n'avait jamais touché à un jeu en ligne de sa vie avant d'être prisonnière de l'Encrad. Pourtant, elle va d'elle-même se hisser au rang des sous-chefs de la guilde des Knights of the Blood, ce qui de base est en adéquation avec son caractère de meilleur élève. Mais surtout, on parle de la guilde la plus forte du jeu, et qu'au-dessus d'elle se trouve Escliffe, soit Akihiko Kayaba, le créateur du jeu. Donc d'une certaine manière, Asuna est la joueuse la plus influente de tout l'Encrad, de manière honnête. Autrement plus que Kirito, et tout ça grâce à son propre talent. Certes, ce bon vieux beater l'a quelque peu influencé, mais ça c'est si l'on se base sur la version anime ou progressive, puisque dans le light novel, on passe directement de Kirito qui abandonne Klein dans la ville de départ, au moment où il demande à Asuna de lui préparer un ragoût de lapin. Donc tout ce qui se passe entre-temps est à l'origine très flou. Mais quand bien même on se baserait sur les autres versions, Kirito n'a fait que pousser Asuna dans la bonne direction. Son talent et sa place de sous-chef sont dus à elle seule. Un problème qui subsiste néanmoins sera justement que pour une jeune fille à ce point influente, elle ne semble pas pouvoir prendre beaucoup de décisions. L'exemple le plus flagrant est lorsqu'elle souhaite quitter la guilde des Cobs. Pendant toute la conversation qui statue sur son sort, elle ne pourra pas dire le moindre mot. Pire encore, c'est un duel entre Kirito et Escliffe qui décidera de son destin, comme un trophée qu'on se dispute est très loin du personnage indépendant au fort caractère décrit jusqu'alors. On pourrait justifier ça par le fait qu'au vu de la situation, elle était plutôt heureuse que Kirito s'interpose, et le fait que même en cas de défaite, celui-ci se voit obligé d'intégrer la guilde, et donc d'être plus régulièrement avec elle, ont joué quant à son manque de réaction. Oui, on pourrait, mais à mon sens, ce n'était que le premier pas vers le triste chemin qu'empruntera le personnage par la suite. Ce que nous allons voir en détail. Pour cela, repassons rapidement chaque arc en revue si vous le voulez bien. Pendant Fairy Dance, Asuna est certes captive et semble d'abord là avant tout pour remplir le cahier des charges de la demoiselle en détresse, mais nous avons néanmoins quelques infos intéressantes. Tout d'abord, c'est dans cet arc que l'on en apprend plus sur sa famille et sur sa condition, comme le fait que son père lui a choisi un mari sans son accord par exemple, mais ça on reviendra là-dessus bientôt. L'important, c'est le fait qu'Asuna est prisonnière, dans le jeu mais aussi dans la vraie vie, et cet arc en est la symbolique parfaite. Qu'elle se réveille ou non, elle est promise à Sugo Nobuyuki. L'autre aspect intéressant, c'est qu'elle n'attend pas béatement l'arrivée de son héros. Elle tente de s'enfuir, elle enquête, et même si effectivement la carte d'accès jetée au hasard qui tombe dans la main de notre héros transpire le pur Deus Ex Machina un peu simplet, elle symbolise néanmoins les efforts d'Asuna lors de cet arc, qui n'est pas resté les bras croisés et a fait ce qu'elle pouvait au vu des circonstances. C'est plutôt dans Phantom Bullet que ça se gâte. Alors que Kirito est envoyé dans le monde de GGO pour affronter Death Gun, Asuna, sa moitié, sa complémentarité, va rester sur la touche, priant pour le retour de son bien-aimé. Oui, elle va pousser Kikuoka à lui avouer ce qui se passe, mais pour aucun autre résultat que celui d'attendre que Kirito règle la situation. Ce qui est un problème. Certes, sa présence aurait posé souci pour le développement de Shino, mais dans ce cas, l'impliquer est finalement contre-productif, puisque ça ne fait que souligner son impuissance. Calibur est à part, hein. Je l'ai déjà expliqué, mais c'est une histoire courte à l'ambiance plus récréative, et les personnages n'évoluent pas vraiment. Puis vient Mother Rosario, qui est peut-être en termes d'écriture, particulièrement pour Asuna, le travail le plus abouti de Reiki Kawahara. Beaucoup de choses vont être abordées autour du personnage d'Asuna, et c'est probablement là que l'éclair fulgurant prouve tout son potentiel. Déjà, on retrouve la problématique posée dans Fairy Dance. Asuna ne vit pas dans la même famille que Kirito, qui lui laisse finalement passer pas mal de choses. Presque comme une critique du patriarcat japonais, on nous montre un personnage qui se pensait fort, mais qui se rend compte à quel point tout ceci est illusoire, qu'elle est une guerrière intrépide qui fait la morale dans les VR MMO, mais qui passe ses repas dans un silence glacial et ne trouve rien de convaincant à rétorquer aux reproches de sa mère. Elle doit donc se battre pour obtenir ce qu'elle veut, et elle ne tire pas les mêmes honneurs que son compagnon masculin de ses faits d'armes.
alors qu'elle a quand même pas mal donné de sa personne pour la libération de Lenkrad. J'en profite pour faire une parenthèse en ce qui concerne sa mère, qui nous est montrée comme une femme glaciale, calculatrice, et n'ayant que peu d'égard pour les sentiments de sa fille. Sauf que c'est tout le contraire à mon sens. C'est très subtil, mais je pense que l'auteur savait très bien ce qu'il faisait. Bien que son père nous ait, de prime abord, présenté comme bien plus sympathique, il est clairement établi que c'est lui qui a choisi Sugo Nobuyuki comme futur mari pour sa fille. Et que lorsque les choses se gâtent, il choisit de démissionner, laissant derrière lui toutes ses responsabilités. Aussi, où est-il dans Mother Rosario? C'est un peu comme s'il n'avait pas seulement démissionné de son travail, mais également de sa famille. Du coup, lorsque sa mère entre en jeu, c'est finalement nourri par une véritable inquiétude qu'elle impose un tel traitement à Asuna, ayant bien conscience qu'une personne du sexe faible va devoir batailler beaucoup plus dur pour se faire une place. Et même si elle semble lui imposer à nouveau un prétendant, elle est celle qui s'opposait à Nobuyuki à la base, pour n'être pas du tout écoutée par son mari. D'ailleurs au final, c'est elle qui autorise Asuna à faire comme elle l'entend, à condition d'obtenir des résultats satisfaisants dans ses études. Bref, elle la confronte à ses décisions et lui impose des contraintes afin d'atteindre son but. Ce qui est exactement ce qui se passe dans le monde réel. Bien plus concret que d'imposer un mariage boiteux et de disparaître une fois que ça sent le roussi. Vous ne trouvez pas? En tout cas, c'est ma vision de la chose. Entre ça et le fait que cet arc va titiller la sexualité de notre héroïne, on voit ici à quel point Asuna est un personnage complexe. Car lorsque Yuki plaisante sur le fait qu'elle épouserait bien Asuna, ce n'est pas vide de sens. Si l'on a l'impression qu'Asuna considère réellement la question, c'est parce qu'à ce moment précis, Yuki est plus en phase avec elle que ne l'est Kirito, et c'est elle qui va l'aider par son attitude à aller confronter sa mère, alors que Kazuto semble un peu à l'ouest sur ce coup, ce qui est la nature du personnage, et il était important ici que ce ne soit pas lui qui intervienne. Mais l'on peut dire que la relation entre Asuna et Yuki est l'équivalent de celle entre Yujiro et Kirito, sauf que l'on verra sûrement ça plus en détail le jour où je ferai une vidéo sur cette chère Yukiko no. Un jour. Bref, la Berserker Healer doit se battre en permanence et n'a pas la vie rêvée qu'on semble lui imaginer. Le problème encore une fois, c'est le message final de cet arc. Car même si tout ça a été très intense, que souhaite Asuna au final? Pourquoi va-t-elle jusqu'à confronter sa mère dans les mondes virtuels? Poursuivre son petit ami, et décider plus tard de ce qu'elle fera dans la vie. Mettre autant d'énergie dans l'émancipation de son personnage pour la réduire à faire des bons petits plats pour son mari, c'est sacrément léger. Et tout ça va malheureusement ou parfaitement être cristallisé dans le dernier arc complété à ce jour, Alicization. D'abord, qu'apprenons-nous au début de cet arc? Que Kirito souhaite partir étudier aux États-Unis. La réaction d'Asuna? Eh bien, elle va venir avec lui, car elle ne souhaite pas être séparée de son âme sœur. Sauf que ce qui était mignon au début de la série lorsqu'elle avait 15 ans et qu'elle était enfermée dans l'Encrad, pose un peu plus de soucis ici. N'a-t-elle donc pas d'ambition personnelle? Ensuite, que fait Asuna tandis que Kirito traverse l'Underworld? Pas grand-chose, malheureusement. Bien sûr, elle part à sa recherche et va encore confronter Kikuoka en grande pompe dans une séquence mémorable. Mais pour quel résultat? Pour offrir son moment d'exposition aux spectateurs. Car à partir de ce moment-là, Asuna sera gentiment invitée à s'asseoir sur le banc jusqu'à ce qu'on l'appelle sur le terrain. Ce qu'elle fera avec beaucoup d'énergie en incarnant la déesse Stacia. Mais pour aller jusqu'au bout de ma métaphore sportive, c'est comme le joueur que l'on fait rentrer sur le terrain pour laisser le temps à la star de se reposer. Oui, elle égalise pour son équipe, mais après... Eh bien, merci, mais va te rasseoir, laisse le héros gagner le match. Or, on se rappelle surtout celui qui marque le point de la victoire, hein. C'était bien sûr inévitable, puisque Kirito est le personnage principal de SAO. Mais ça commence à faire beaucoup trop pour la pauvre Asuna, qui n'est plus le binôme décisif de l'Encrad, et simplement un faire-valoir. C'est là tout le problème du personnage au fil de l'histoire. Elle n'accomplit plus rien de probant. Elle n'est mue par aucune ambition personnelle, si ce n'est celle de suivre son bien-aimé, sauveur ou qu'il aille. Et qu'on soit clair, je ne suis pas en train de dire qu'un personnage n'a pas le droit d'avoir des ambitions modestes et dont le but principal serait de fonder un foyer. Il n'y a rien de mal à ça. Mais c'est plus problématique lorsque ce personnage est censé incarner l'émancipation féminine de la série. Parce que des demoiselles aux ambitions modestes, il y en a déjà d'autres dans SAO. Que ce soit Rika, Sugua ou encore Shino. Mais même là, chacune continue leur vie et semble caresser de vrais objectifs. Et c'est scandaleux que Kawahara soit infichu d'offrir à son personnage féminin principal un peu plus d'envergure. Qu'elle suive Kirito ou qu'il aille, c'est une chose. Mais ne pouvait-il pas lui donner un but? Une passion personnelle? Surtout que dans Alicization, Asuna apparaît soudainement comme un brouillon. Un brouillon pour un personnage au trait similaire, mais bien plus affirmé, Alice. Si l'on doit la comparer à Asuna, on retrouve la même base avec le 30e chevalier de l'intégrité. Un personnage qui n'est au départ pas libre de son destin, qui tombe amoureuse de Kirito, qui va se libérer de ses contraintes par sa propre volonté, sauf qu'elle ne va jamais réduire son existence à celle de notre cher épéiste noir. Et lorsque le devoir la rappelle, elle n'hésite pas à reprendre l'épée pour défendre ce qui lui est cher, sa sœur,
son village, son peuple, son monde. Même si elle insiste pour que Kirito la suive, elle délègue sa protection à d'autres afin de se concentrer sur sa tâche. Elle quittera même l'Underworld pour en devenir son ambassadrice sur Terre. Et si elle replonge dans les bras de Kirito, c'est d'abord parce qu'elle n'a qu'un souhait, rentrer chez elle. Ce qu'elle fera. Avec une construction aussi similaire et le sentiment de reboot que donne Alicization, on a quand même la sensation qu'Alice est une version plus maîtrisée de ce qu'aurait dû être Asuna. Comme si, mue par une bonne volonté à l'époque, Riki Kawahara avait créé l'éclair fulgurant, pour ne finalement pas savoir où l'emmener et la mettre dans une impasse, décidant alors de la laisser tomber et de la refaire, mais en se servant de son expérience précédente. Et c'est à la fois très bien pour le personnage d'Alice, mais c'est fort triste pour Asuna. Aussi, si je devais répondre à la même question que lors de ma vidéo sur Kirito, je serais malheureusement plus négatif. Est-ce qu'Asuna est un bon personnage? Est-elle l'incarnation de l'émancipation féminine? Ou au contraire, sa soumission? Malheureusement, un peu les deux, mais surtout la deuxième option. Un peu comme Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Asuna est devenue une contradiction, oscillant entre le personnage fort et indépendant, puis le joli minois, sans réelle ambition. Et ça me fait du mal de le dire, car en réalité, je voudrais aimer Asuna. De son prémisse à son histoire, elle a une base beaucoup plus intéressante que celle de Kirito, qui n'a besoin que de faire quelques courbettes pour faire à peu près tout ce qu'il veut. Asuna doit se battre pour tout le temps, ce qui en fait un superbe personnage dans le fond, mais totalement ruiné par un auteur incapable de faire sortir l'éclair fulgurant du bourbier dans lequel il l'a empêtré. Sauf que maintenant, il y a Progressive. Nouvelle version de l'Encrad, Kawahara a décidé de mettre Asuna au premier plan, lui offrant enfin une écriture et un développement à sa hauteur. Incisive, intelligente, combative, pétillante, Asuna reçoit enfin les égards qu'elle mérite. Et même si l'on ne sait pas comment elle évoluera par la suite dans cette mouture, il est évident que les choses se feront de manière bien plus naturelle que dans la série principale. Asuna est la véritable star de SAO Progressive, et ce n'est que le juste retour des choses. Pour conclure, je dirais ceci, Asuna n'est pas un bon personnage. Mais maintenant, ça va être le cas. Et bordel, c'est pas trop tôt. Merci d'être passé me voir, et à une prochaine!